Bienvenue Jamila sur le podcast Liberté d'être femme. Bonjour. Écoute, tu as un parcours, qui est hyper impressionnant et varié, donc on va regarder ensemble, pour partager ça avec les personnes qui nous écoutent. Et puis, avec toi, on parlera quand même, de manière plus approfondie des égalités ou des inégalités, Mobilité. Mmh. hommes-femmes, salariales, ce genre de choses, hein. OK, parfait, pas de souci. Alors, tu as été, formatrice, tu as été chef de projet, tu as été coach aussi. Oui, Aujourd'hui, tu es chef de cabinet chez Tilder. tout à fait. Je suis chef de cabinet des associés. Donc c'est en fait tout ce que j'aime faire. En fait, ça va rassembler, finalement toute l'expérience que j'ai eue. Là, je sortais d'un poste de délégué général, à l'IAE Paris-Sorbonne, Mmh. où j'ai géré où j'ai animé un réseau de 29 000, alumni, donc anciens diplômés, de l'école. Donc, ce qui implique des événements, de l'organisation, des rencontres, et cetera. Et c'est vrai que du coup, le poste de chef de cabinet ici chez Tidler va va, va centraliser, finalement toutes mes compétences. J'aime beaucoup le réseau, j'aime discuter avec les gens, ça fait partie de mon ADN. J'ai été aussi, présidente d'une association qui s'appelle Entraide et eux, qui lutte contre les violences faites aux femmes et notamment faisait de la prévention dans les écoles. Et aujourd'hui, j'ai accepté de prendre la vice-présidence d'une fondation qui s'appelle Ange. Et là, on va aller plutôt sur la sécurisation après des logements, la sécurisation des personnes. Et c'est vrai que c'est un projet qui avance bien. On allait chercher des mécènes, on allait chercher des gens compétents sur le sujet. Et l'idée de cette fondation, c'était vraiment centraliser le après et comment on fait pour se restructurer et recommencer finalement une nouvelle vie, si on peut recommencer une nouvelle vie. Hem, Après des violences, intrafamiliales ou des violences, sexuelles ou des violences, sexistes. Donc voilà, ça c'est mon dada, l'égalité c'est mon dada. Bah, de toute façon, t'en fais pas, on va y revenir. Mmh. Peut-être que tu peux expliquer, ce que fait Tilder? Parce que du coup, je pense que tout le monde ne connaît pas forcément. C'est Bah, quoi? Tudor, c'est une agence, de communication, voilà, Mmh. stratégique, on travaille avec les grandes entreprises, donc voilà, c'est un cabinet de communication. OK. Et il y a un rapport avec tes activités, on va dire, tes favorites autour de ce que tu as évoqué avant ou ça n'en a Une aucun? Si, une des associées est Marianne Schiappa. OK, d'accord. Voilà. D'accord, OK. Donc du coup, sur le sujet de l'égalité, bah, je suis dans les parages. Et OK. d'ailleurs, je suis membre du board, Active, donc Hein? l'ONG qu'elle a créée pour mettre en lumière, les femmes qui peuvent tout à fait prendre, en main, demain, les rênes du CAC 40. Parce qu'on nous a suffisamment dit que non, non, il y a pas de femmes, c'est un monde d'hommes. Donc aujourd'hui, il y en a 3. On a fait une liste de 40, et on espère bien que parmi ces 40, le plus possible intègre, le CAC 40. Ouais, j'ai vu passer cette liste, effectivement, j'en ai entendu parler. C'est ça. Ouais. Donc, Et et alors, c'est quoi les moyens, employés pour essayer justement de favoriser, on nous dit que, en fait, quand tu regardes le CAC 40, il est très, blanc masculin. mmh Blanc masculin d'un certain âge, et il y a très peu de femmes. Il y avait 2 femmes au CAC 40, et en gros, ça n'a pas changé depuis 20 ans. Mmh. Et souvent, ce qu'on entend, c'est que, bah, on aurait bien aimé, prendre une femme, Mmh. mais il y en a pas. Donc Mmh. Marlène a voulu prendre cette phrase à contre-pied, et elle a créé, Active. Et donc du coup, on est allé chercher donc des femmes, donc une liste de femmes qui pouvaient demain, prendre les rênes du CAC 40, et il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Et dans un premier temps, on en a sélectionné 40.
Ces 40 ont été reçus, c'était au mois de novembre, on a été reçus à l'Élysée, parce que c'était sous le haut patronage d'Emmanuel Macron. Mhm. Et donc voilà. Et donc, comme quoi, si on veut prendre la place, on la prend. On apprend. C'est possible, donc si elles ne l'ont pas, c'est qu'il y a des gens qui ne le veulent pas. Et voilà, on est bien d'accord. OK. Est-ce qu'il y a eu un moment décisif, un déclencheur pour toi qui t'a amené, à avoir envie de te positionner, sur ces histoires d'égalité? Ah oui, clairement, je suis issue d'une famille musulmane où la fille n'a pas grande place. Mmh. Et quand je me suis rendu compte de ça et que je ne pouvais pas faire ce que je voulais, aspirer à ce que je voulais, faire des soirées comme mes copines, apprendre à faire du vélo, apprendre à nager, j'ai un j'ai un petit Michael là qui m'a dit: «Mais non, mais en fait, tu peux tout faire ma fille». Et j'ai eu la chance aussi, d'être en France, et d'aller à l'école de la République. J'ai eu des profs extraordinaires, dont une, mademoiselle Jalès, bonjour, qui a vraiment été pour moi, une source d'inspiration, et c'est elle qui m'a dit, du haut, j'étais en CE2, hein, Mmh. qui m'a dit, du haut de, je sais pas, 8-9 ans, heu, que j'étais capable de tout faire, et c'est resté dans ma tête. Puis ensuite, j'ai rencontré un professeur d'histoire, donc j'adore l'histoire, et en fait, au fil des années, je j'ai pris ma place, et j'ai refusé, notamment un mariage arrangé, j'ai refusé plein de choses, et je me suis construite en me disant que ma liberté, était plus importante que, ce dont on avait décidé pour moi. Et donc à titre perso, ensuite, plus tard, je me suis mariée avec un monsieur Schaffer, donc qui n'est pas musulman. J'ai eu des enfants que je n'ai ni baptisés, ni circoncis. Ils choisiront leur voie, plus tard. Et donc voilà, et je me bats très souvent, pour l'égalité et pour faire comprendre, notamment aux jeunes filles, qu'elles sont maîtres de leur destin, et qu'on peut avoir peur, que ça peut être compliqué. Je dis pas que ça a été facile pour moi, du haut de mes 22 ans quand je suis partie, et encore plus quand je suis tombée enceinte, parce que j'avais plus ma maman pour me dire, bah, le processus, de la grossesse, et cetera. Donc mais c'est difficile, mais c'est faisable, et quand je regarde en arrière, je me dis que, bah, la vie que j'ai, je l'ai construite justement parce que, j'avais faim d'égalité et de liberté. Je pense que l'égalité, elle mène à la liberté. Alors tu complètement dans le sujet du podcast, hein, Là, liberté d'être femme, hein. voilà, voilà. Ouais, alors j'ai pas le même parcours que toi évidemment, mais par contre, le mot liberté, sonne, Ça te résonne parle? fort pour moi, ouais, c'est hyper D'accord, important. Je vais aussi créer ma liberté, de manière différente de la tienne, mais d'accord. ça a du sens pour moi. Bah, alors justement à partir de ce que tu dis, et de toute cette expérience, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à des jeunes filles, à des jeunes femmes? Qu'est-ce que tu leur dirais pour les inciter, les encourager ou les aider à construire une carrière? Mais ça va au-delà de la carrière, je dirais une vie professionnelle et personnelle, alignée avec leurs propres valeurs, leurs propres ambitions et pas forcément celles qu'on aura voulu leur imposer. Alors, là, on va parler de l'émancipation des femmes. En fait, l'émancipation des femmes, c'est un sujet qui est compliqué, mais pour les femmes elles-mêmes, parce que tu as des barrières, tu as, des stéréotypes, tu as, la pression, familiale, tu as la pression, professionnelle, tu as, la lutte, pour l'égalité des sexes pour l'égalité en général, elle passe, on revient dessus, elle passe par, la liberté. Mais la liberté, il faut pouvoir aller la choisir, il faut pouvoir aller la chercher, et il faut pouvoir, et puis ça dépend aussi d'où tu viens.
de ton CSP, de ta culture. Ça, c'est, je vais pas faire de généralité, mais une jeune femme qui naît dans une famille qui dans le CSP est élevée ou moyen plus, aura plus de chances que celle qui a grandi dans un quartier populaire. Euh, Quoique, c'est faux, parce que j'ai grandi dans un quartier populaire de Lyon. Mais c'est plus difficile. Il faut se battre. Moi, je pense, en toute honnêteté, que on le décide. Ça peut être difficile. On n'a peut-être pas les moyens, on n'a peut-être pas la force de le faire tout de suite. Mais je pense que ça se construit et que ça se décide. Et il faut savoir aussi s'entourer, c'est pas facile non plus, de personnes. Et moi, je crois beaucoup en l'éducation. Je crois beaucoup en l'école de la République. Je crois beaucoup aux valeurs qui sont portées. Liberté, égalité, fraternité. Pour moi, c'est pas juste une devise. C'est pas juste une devise. Pour moi, c'est quelque chose qui résonne très très fort en moi parce que j'ai eu cette liberté, parce que finalement l'égalité, je suis allée la chercher et ma liberté, je suis allée la chercher aussi. Donc, il faut pouvoir pouvoir dire non aussi. Il faudrait que ça s'apprend. C'est difficile, mais il faut pouvoir dire non. Voilà, il faut essayer de progresser et je souvent je mets en parallèle avec ce qui se passe à travers le monde, c'est-à-dire ces femmes dans différents pays qui aujourd'hui n'ont même plus le droit de chanter. Donc, nous, on a la chance de vivre dans un pays où on a des libertés. On peut aller chercher des droits. Il y a des droits fondamentaux. En France, on peut se faire aider. Je pense qu'il faut pas hésiter à toc toc, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Parce que c'est encore une fois, c'est pas facile d'être une femme avec tous les violences, le harcèlement, tout ce qui fait le bonheur d'être une femme aujourd'hui. Euh, mais moi, je dis, ouais, il faut oser, il faut enfoncer les portes, il faut aller chercher de l'aide là où il y en a. Et il faut croire en soi. Ça aussi, c'est super important. C'est pas facile quand on est isolé ou quand on est dans un système un peu communautaire ou si, mais il faut oser aller chercher les choses, aller demander, aller arracher, j'ai envie de dire, cette émancipation. Ouais, arracher, c'est une belle façon de le dire. Mm. Ça peut être ça parfois, oui. Dis-moi, tu travailles depuis longtemps sur les politiques, d'égalité professionnelle. Ouais. C'est quoi, selon toi, les blocages les plus persistants qui freinent encore l'accès des femmes aux responsabilités? Oh, les hommes, ils veulent pas laisser leur place. Enfin, il ne devrait pas y avoir de blocage. À Oui. compétence égale, job égal, salaire égal. La seule raison enfin, ils s'accrochent à leur petit pouvoir. Alors, ils ne sont pas. Alors moi, je suis féministe. Alors, on peut ne pas aimer ce mot, mais je suis une féministe qui aime les hommes. C'est-à-dire que Mmh. je pars du principe que je ne veux que l'équité. Je ne veux pas prendre ta place. Je ne veux pas. Moi, je veux que tu me traites à égal. Je veux salaire égal, etc. Mais je pense qu'il y a une partie de la société, une grosse partie de la société masculine qui ont peur de voir arriver les femmes. Et gars, on est 50% de l'humanité. Oui. Donc, de toute façon, on est là et on prendra de toute façon la place. C'est comme l'histoire du CAC 40, hein. Ils sont, bah aujourd'hui, ils sont plus 37, mais même 37. 37. Donc, et des femmes compétentes, il y en a. Bien sûr. Des femmes de très grande valeur. Il y a des femmes qui savent, qui peuvent gérer des entreprises comme Monsieur est en fonction. Mmh. Donc, je pense que le premier frein, c'est celui-là. Le second, c'est le syndrome de l'imposteur. Mmh. Ouais. On doute toujours. On doute toujours. Ça se travaille aussi. Moi, par exemple, je suis une grande timide.
Et quand je le dis, tout le monde se marre. Mais c'est vrai, je suis une grande timide. C'est-à-dire que j'ai un temps avant, par exemple, j'arrive dans une soirée, alors que je vais passer la soirée à discuter avec tout le monde, mais j'aurai ce petit temps qui me dit: «Bon allez, il faut que tu y ailles parce qu'il faut que tu vois telle et telle personne». Je suis fondamentalement une grande timide, mais je le travaille et Ouais, donc j'y vais et j'ose et j'ai un carnet d'adresses qui est super rempli parce que du coup, je vais vers les gens et ça, c'est alors le syndrome de l'imposteur est d'autant plus, chez moi, je l'ai d'autant plus travaillé parce que je suis la petite fille qui est née dans une banlieue de Lyon, avec des parents analphabètes. mmh, J'ai écrit les feuilles d'impôt, j'étais écrivain public dans mon quartier, à l'âge de 10 ans. Et j'avais pas ma place. Enfin, je ne pensais pas avoir ma place, dans un monde où il y a un ministre, un acteur, un philosophe, voilà, une personne et je pensais que j'avais pas ma place. Mais c'est faux en fait, je l'ai faite. Et le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment un sujet sur lequel il faut travailler et notamment quand on est femme. Parce que les gars, ils ont pas du tout, le syndrome de l'imposteur, beaucoup hein, moins, ils y oui. vont, hein, ouais, 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 beaucoup moins. ça va. 70% des femmes, hein, qui sont touchées par le syndrome de Syndrome l'imposteur. de l'imposteur, voilà, Ouais, c'est voilà. clair. C'est énorme. Dis-moi, si tu avais une baguette magique là tout de suite et puis que tu pouvais imposer, 3 mesures, immédiates et efficaces pour faire avancer l'égalité femmes-hommes en entreprise, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que je ferais? C'est une très bonne question. Qu'est-ce que je ferais? Imposer la parité dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mmh. Imposer le salaire égal, quelle que soit la taille de l'entreprise. Est-ce que ça l'est pas déjà? Ou Non. c'est Ah, imposé? voilà, Ils peuvent non. faire ce qu'ils veulent. OK. Ah, ah. En entreprise, qu'est-ce que je pourrais faire? Peut-être, alors c'est toujours pareil, se dire qu'il faut, des outils supplémentaires, heu, mais on ne passera que par ça. D'ailleurs, c'est comme pour les quotas, sur la loi, Copé-Zimmermann. Au début, quand elle a été créée, il y a eu quand elle a été proposée, en tout cas, il y a eu un tollé, monumental, par exemple des syndicats ou même des entreprises en disant: «Mais qu'est-ce que vous nous foutez là? Qu'est-ce que vous faites là?» Et aujourd'hui, c'est un truc normal. Peut-être des outils, pour apprendre aux femmes de prendre leur place. Alors je sais pas sous quelle forme, je sais pas comment on peut amener ça, mais et puis dans les entreprises, il y a aussi le frein de en tout cas pour les femmes, de la charge mentale. Donc Ouais. nous, on s'occupe des enfants. Mmh. En général, la crèche, l'école et cetera, on nous rate pas si on est en retard de 5 minutes parce que notre gamin était malade. Heu, on on pourrait aussi, on pourrait imposer aux entreprises d'interdire des réunions à partir de 19 heures ou un truc qui dure, tatawin parce qu'on a la seconde vie qui arrive. On est des millions de femmes à le faire. Mais c'est vrai que si on avait un peu plus de facilité, heu, peut-être qu'on gravirait aussi heu, les les échelons, plus rapidement. Parce qu'on n'aurait pas en tête, le côté pratique, de la maternité. Spoiler, on les a pas fait tout seuls, toutes seules, Oui, donc bah, tu les as pas forcés ces pauvres hommes, hein. déjà. Bon après on a bien avancé, il y a le congé pads, c'est pas mal. Moi je connais plein de papas qui ont pris le congé pads, donc c'est vrai que ça paternité, donc ça donne un petit coup de main, mais c'est encore, beaucoup, hem, le mindset des femmes, quoi. Ouais, c'est clair, Voilà. c'est Eux, clair. ils ont pas à se dire: «Ah mince, il faut que je pose le gamin». Je fais pas de généralité parce qu'il y a des papas qui le font. Mais il y a une réunion à 8 heures, ils vont aller à une réunion à 8 heures parce que du coup, ils gèrent pas du tout, le truc.
il y a un séminaire, bah oui, bah écoute, tu peux garder les enfants ce week-end faire un séminaire. Une femme, c'est beaucoup plus d'organisation. Ouais, et puis j'avais lu un post hyper intéressant qui a fait pas mal de prise de conscience pour moi aussi, et pour beaucoup d'autres gens visiblement, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de papas qui vont emmener les enfants à l'école le matin. Mm. Donc c'est hyper répandu, hein. Et puis ils ont donc, bon, bah, ils gèrent les enfants le matin, souvent aidés par la maman d'ailleurs quand même. Et puis, par contre, le soir, c'est la maman qui gère. Et elle va se faire tout le tunnel du soir. Parce que c'est pas juste aller déposer les enfants à l'école le matin, ça prend un petit quart d'heure là. Et puis, c'est se gérer, les enfants à récupérer plus tôt. Donc, t'es pas disponible au travail pour les réunions, machin, que tu évoquais avant. C'est se taper les enfants qui sont plus fatigués, puis toi aussi, parce que c'est la fin de journée. Les devoirs, la douche, le repas. Et puis après, le papa qui arrive comme une fleur pour leur dire bonne nuit éventuellement. Et en fait, c'est vrai que je me suis rendu compte que j'étais passée là-dedans aussi et je l'avais même pas vu. En fait, le papa qui emmène les enfants à l'école va passer, le matin, va passer pour le bon père qui s'occupe bien de ses Mm. enfants, Mm. tandis que la mère qui part plus tôt pour aller chercher les gosses, elle, bah non, elle n'est pas disponible pour son travail. Voilà. C'est vrai, Et- c'est vrai. Mais ça, c'est la charge mentale. Alors, j'ai quand même l'impression, alors je vais peut-être jouer la vieille dame, mais j'ai quand même l'impression que les choses évoluent dans le bon sens, en tout cas sur ce terrain-là. Qu'il y a plus de... Enfin, moi-même, hein, j'ai eu un mari qui s'est occupé beaucoup des enfants. Mm. Même si j'ai pris un congé maternité, voilà, c'est Oui. moi qui me suis arrêtée, etc. Nous, quel cochon, hein. Mais c'est comme, et puis voilà, Surtout, donc hein. voilà. Normal. Mais parce que moi, j'avais considéré que j'avais envie la première année de leur vie, j'avais envie d'être là et d'être présente, etc. Euh, mais j'ai l'impression que de ce côté-là, ça évolue un petit peu. Peut-être qu'on a gagné des points, des droits, il y a peut-être une prise de conscience aussi que les enfants, ça s'élève à deux. Ouais, je pense. C'est clair qu'entre le moment où moi j'étais enfant, où il y avait que des mamans à l'école quasiment, Oui, et puis aujourd'hui, aujourd'hui, les papas, ils sont quand même très c'est présents vrai. le matin, mais aussi je les vois, le soir. Ouais, Et bon après on a les périscolaires, on a d'autres outils ouais. aussi qui n'étaient pas aussi répandus il y a 30 ou C'est 40 ça, c'est ça, c'est ans. ça, Ouais. c'est ça. Je sais que l'heure tourne et que tu es pressé, mais tu peux peut-être nous parler un petit peu quand même de la partie, que tu évoquais là, Ange, du côté Ah oui. vraiment sexiste et cetera. Est-ce que tu peux peut-être, donc tu as commencé à l'évoquer tout à l'heure, rapidement, mais peut-être que tu peux détailler un petit peu plus les engagements et les actions concrètes que vous menez? Alors, déjà, il y a quelques années, j'ai participé au Grenelle des violences conjugales. Et donc, c'était en 2019, le 3 septembre 2019. Retenez bien le 39-19, elle l'avait fait avec ça. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, 14% de la population française ne savait pas ce qu'était le 39-19. Aujourd'hui, c'est rentré enfin, on sait ce que c'est que le 39-19. Donc, si vous avez des problématiques de violence, n'hésitez pas à appeler le 39-19. Il y a la plateforme Arrêtons les violences aussi, où on est en contact directement avec les forces de l'ordre. Il y a eu de grandes avancées sur ces sujets-là, mais il y a toujours autant de féminicides. Ouais. Donc c'est vrai que bah, qu'est-ce qu'on fait? Moi, le modèle espagnol m'inspire. Le modèle espagnol on y arrive avec des tribunaux spécialisés. Le modèle espagnol avec l'éloignement systématique de la personne, et c'est pas la femme qui part, c'est l'agresseur qui part. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire Mmh. sur la prévention. Il faut savoir qu'une femme, avant de porter plainte, elle fait 7 allers-retours au commissariat avant de se décider. Ouais. Il y a eu un très très bel effort de formation des forces de l'ordre, parce qu'avant on pouvait rentrer dans un commissariat, se retrouver avec le mec qui s'est fait piquer son téléphone, une dispute de voisinage parce que l'interphone était cassé. Et là, une femme qui a vécu des violences et qui attend et qui n'est pas reçue correctement,
ça va rajouter à sa douleur et à son désarroi. Donc aujourd'hui, c'est fléché dans les commissariats. Il y a plein de choses qui ont été faites. Et moi, j'avais envie, là, avec cette fondation, et c'est pour ça que j'ai accepté de le rejoindre. Ils travaillent sur la sécurisation des logements. Donc, de trouver un logement pérenne, donc pas un logement d'urgence, donc avoir un parc immobilier de logements pérennes avec des mécénats, avec des partenaires, des outils aussi de surveillance. Je l'ai pas aujourd'hui, mais je me suis fait agresser il y a pas très longtemps et j'ai un petit bouton d'alerte qui s'appelle, enfin ma pub qui s'appelle Mon Shérif. Et en fait, du coup, ça géolocalise. Mais il y a plein d'outils. Il y a Sorority. Voilà, aujourd'hui, il y a des choses qui font mais c'est quand même dommage d'avoir accès à ça. Enfin, moi, je suis une femme, j'ai envie d'être dehors, de marcher sans qu'il m'arrive Ouais, quoi que ce soit. bah ouais. La normalité devrait être celle-là. Normalité, Malheureusement, c'est pas le cas. là, mais là, malheureusement, on n'y arrivait pas, on n'y arrive pas. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'était, comment elle s'appelle? Emma Watson, oui, Mmh. Emma Watson. Oui. Elle avait dit, si les hommes n'ont plus besoin d'être agressifs pour se faire accepter, les femmes ne se sentiront plus obligées d'être soumises. Et si les hommes n'ont plus besoin de dominer, les femmes n'auront alors peut-être pas à être dominées. Et en fait, on est vraiment sur l'égalité femmes-hommes. Et à un moment, il y a vraiment, c'est le yin et le yang, quoi. Comment aujourd'hui des hommes, mais attention, il y a des hommes aussi qui sont victimes de violence, et là, moins, beaucoup moins, mais ça Mmh. existe. Comment comment on gère comment on gère ce fléau? Moi, je reviens sur l'éducation. Je pense que les générations d'aujourd'hui, l'après MeToo, moi j'ai deux garçons qui sont quasiment adultes, pas du tout le même rapport aux femmes Mmh. que les hommes que nous avons connus. Donc Ouais. il y a des choses qui ont quand même avancé. La violence ne s'arrête pas, puisqu'on en est, je crois à 75. Je sais plus, j'ai vu le Ouais. chiffre, j'ai plus le chiffre en tête, mais de toute façon, une femme de plus, c'est une femme de trop. Mais voilà, est-ce que l'éducation peut nous aider? Est-ce que la prévention peut nous aider? Pour en revenir à la Fondation Ange, il y a des modules de formation pour de la réinsertion par l'emploi. Parce que quand on est victime de violence conjugale, victime de violence intrafamiliale, on perd tout. Ouais. On perd tout. Et il faut pouvoir se reconstruire. Il y a les violences économiques. À titre perso, j'ai divorcé, mais je me rends compte que, bah, quand même, niveau économique, c'est pas simple. Alors, c'est pas une violence, hein, mais si on prend la chose de manière très, très factuelle, une femme qui est en situation d'emprise, en situation de violence, pour peu qu'il l'ait empêché de travailler, Mmh. et qui du jour au lendemain doit porter plainte, et va hésiter à porter plainte, va hésiter à Bien sûr. partir, parce qu'elle a des enfants ou pas. Et elle fait quoi? C'est quoi la solution aujourd'hui? Il y en a pas. Moi, je rêve d'un truc clé en main et qui dit que, voilà, vous êtes en situation de violence, il faut partir. La question ne Mmh. se pose pas, il faut partir. Ok, très bien, je pars. Et je vais où? Je fais comment? Et est-ce que je vais être aidée? Est-ce que je vais être suivie? Aujourd'hui, je suis pas certaine que ça existe. Alors effectivement, il y a plein de choses qui vont, il y a les logements d'urgence, il va y avoir aujourd'hui, il y a des comptes bancaires qui peuvent être mis à disposition de manière très très rapide. Ça, c'était aussi une proposition euh, lors des violences, lors du Grenelle des violences conjugales. Il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Il faudrait un parcours, et c'est en ça que la fondation, moi j'ai accepté d'aller à la fondation parce que j'y vois.
vraiment, une manière d'aider la personne à se reconstruire. Parce que je pense que quand on est en situation de violence, déjà il faut le réaliser, il faut se rendre compte parce qu'il y a plusieurs étapes et encore plus quand on est sous emprise, de se dire: «Bon OK, moi je dis souvent: «C'est facile de dire, "Il faut partir", hein" bah ouais, ouais, mais tu vis pas la situation et souvent elle reste parce que elles savent pas comment s'en sortir. Le après est très, très important. Ouais, je te rejoins. Pour avoir des situations comme ça, moi aussi je suis divorcée. J'ai tout un groupe de copines divorcées et de toute façon, toutes ont des difficultés financières, même en étant salariées, même Oui, en bien sûr. Mmh. et toutes avaient des compagnons, conjoints qui Mmh. n'avaient pas forcément le même niveau de revenu, plus en C'est ça. général, voire beaucoup plus, qui Mmh rognent, mh. le plus qu'ils peuvent sur la pension, la pension alimentaire et cetera et puis effectivement avec certaines qui peuvent vivre des violences et à qui on demande à elles de partir, Ouais. que, l'individu en question, lui, il a le droit de rester. Et voilà, donc il faudrait réussir à relever ce défi, et de continuer à se battre sans mettre à dos, tous les hommes parce que des mecs qui sont très bien, moi le président de la fonda le ouais, la présidence de la fondation, c'est un homme. Moi je connais plein de d'hommes qui dans le sujet, ils sont touchés et en plus ils travaillent sur le sujet. Hem, je pense que voilà et là, il faut toutes les forces, possibles, pour se battre sur ce sujet-là, mais pas que, donc sur l'égalité, sur l'égalité professionnelle, en fait, tout ça mis bout à bout amènera peut-être à une société, où l'équité, aura vraiment sa place. Hem, mais c'est vrai que moi, des fois, je m'inquiète. Des fois, je m'inquiète en me disant, il y a des voix, il y a des gens qui parlent, qui essayent de faire avancer les choses, mais aussi on est dans un monde où, on se replie, sur sa communauté, sur sa religion, sur son petit précaré, là, on nous parle d'une potentielle guerre, parfois, je suis relativement inquiète. Mais comme je suis de nature optimiste, je me dis que on y arrivera et que c'est un combat de tous les jours. Mais voilà. Et puis, ce genre de podcast, ce genre de discussion euh, amène à réflexion. Et donc, du coup, on propage aussi l'idée que l'égalité n'est pas un vilain mot. Merci, ce sera le mot de la fin du coup. Merci Djamila, c'est Mais je t'en prie, c'est le but, de ça, d'entendre d'autres sons de cloche. c'est ça. Et ben merci de m'avoir reçu. Je suis désolée pour le temps court.